Consultez les historiens, ils se taisent. Demandez aux médecins, ils sont stupéfaits. Et essayez de chercher la réponse auprès des philosophes, ils vont hausser les épaules en pensant que c'est un rêve, alors que nous sommes bel et bien éveillés et regardons ce cauchemar avec nos yeux ouverts. Ainsi écrivait Francesco Pétrarque en 1349, alors que la peste noire commençait à ravager l'Italie du Nord. Bienvenue dans l'histoire de la peste, une maladie qui a traversé les siècles comme un véritable thriller écologique. Des ports grouillant de rats à Constantinople, aux villages médiévaux d'Europe, jusqu'aux trains à vapeur de l'époque coloniale, partout où l'homme transporte ses richesses, la peste suit, tapis dans l'ombre. Quand j'ai commencé mes études en histoire de l'environnement, je pensais que je parlerais des forêts, des glaciers ou alors de grands fleuves, mais certainement pas de maladies. Et en cherchant des thèmes, je suis tombé sur un texte qui raconte le lien entre la peste et la fin de l'Empire romain. Je me souviens encore de ma réaction quand j'ai lu que le refroidissement brutal du VIe siècle avait déplacé des colonies entières de rongeurs affamés vers des zones humaines. J'ai un peu eu l'impression de lire un mauvais scénario de film d'horreur, sauf que c'était complètement de l'histoire. Et là j'ai eu un déclic, les épidémies font aussi partie de l'histoire environnementale car elles s'inscrivent complètement dans les interactions entre l'homme et son environnement. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on ne fait pas souvent le lien. Pour moi, une épidémie, c'est l'affaire des médecins ou des historiens de la société. La peste, on l'imagine comme un fléau venu de nulle part, un châtiment divin, un mal invisible. Mais derrière, il y a toujours une équation écologique. Un climat qui change, une ville insalubre, un commerce qui relie les continents, etc. Et en observant tout cela, l'histoire de la peste m'a semblé beaucoup plus vivante. Ce n'est pas qu'une affaire d'histoire. Quand j'ai compris ces logiques écologiques, j'ai tout de suite pensé au présent, c'est-à-dire à la déforestation, à la mondialisation, aux zoonoses qui franchissent la barrière entre l'animal et l'homme, mais aussi au Covid. Raconter la peste, c'est raconter un fléau écologique grandeur nature. C'est comprendre comment un simple microbe devient le révélateur de nos fragilités collectives. La peste, c'est un peu le boss final des maladies infectieuses. Oui, c'est moi. Le mot vient du latin pestis, qui signifie fléau, ou alors mal contagieux, mais aussi de perdere, qui veut dire ruiner ou faire périr. C'est pas la foire à la saucisse. On est clairement sur une grosse ambiance. Et derrière la peste, il y a une bactérie qui est très sérieuse, appelée Yersinia pestis. Dans l'histoire, on parle de 3 grandes pandémies de peste. Tout d'abord, la peste de Justinien, entre 541 et 750 après Jésus-Christ, qui frappe l'Empire romain byzantin. Ensuite, il y a la peste noire, qui est très connue, qui a touché l'Europe principalement entre 1347 et 1353, avec des sortes de résurgences localisées jusqu'au XVIIe siècle. Et enfin, la 3e pandémie, qui part de Chine, donc dans le Yunnan, et atteint Hong Kong en 1894. Mais c'est aussi là que le chercheur Alexandre Yersin découvre la bactérie responsable à la fois chez le rat, mais aussi chez l'humain. Ces 3 épisodes sont accidentels dans la mesure où les humains sont les victimes collatérales de ce qui est à l'examen une maladie de rongeurs. Du point de vue de la bactérie, on est des hôtes vraiment pas ouf. La plupart du temps, un humain c'est plutôt un terminus et pas un transmetteur. On meurt le plus souvent avant que sa concentration dans notre sang soit suffisante pour permettre les puces d'infecter d'autres victimes. Son terrain de jeu, ce sont les rongeurs. Cela dit, notre chère Yersinia ne manque pas de talent. Elle peut par exemple se transmettre par voie aérienne et causer ce qu'on appelle la peste pneumonique. Et en quelques jours seulement, la fièvre monte, l'organisme est submergé et le taux de mortalité approche les 100%. Bref, c'est clairement une machine à tuer. Et tout ça, c'est pas nouveau. Les plus anciens génomes de Yersinia pestis, identifiés chez des êtres humains, datent d'il y a carrément 4900 à 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc on est au niveau de la culture de l'âge du bronze en Eurasie. Mais la peste arrive aussi à jouer sur un autre tableau, celui des puces. Mais lâche-nous avec Pupus. La bactérie affame ces dernières pour les pousser à piquer davantage, transmettant ainsi la peste aux rongeurs et parfois à l'homme. Une fois transmise par piqûre, la maladie devient bubonique, avec, si vous voulez, ces fameux bubons, donc des sortes de ganglions gonflés, douloureux et vraiment pas très ragoûtants.
Mais la peste bubonique classique ne se transmet pas facilement d'humain à humain, contrairement à la peste pneumonique, ce qui justifie pourquoi les épidémies ne se propagent pas de la même manière que des maladies respiratoires comme la grippe ou bien le Covid. Yersinia pestis a donc un véritable plan de route. D'abord les puces, ensuite les rongeurs, et finalement les humains. Et à chaque étape, on va dire qu'elle adapte sa stratégie. Pas étonnant qu'elle ait semé la terreur à travers les siècles. Elle est tenace, discrète et diablement efficace. Bon, un peu d'histoire, là j'en ai marre de faire de la biologie. Notre voyage débute il y a plus de 1500 ans à la croisée des routes commerciales de l'Antiquité. En 541 après Jésus-Christ, un passager spécial clandestin débarque à Péluse, qui est la porte d'entrée de l'Égypte. Un rat. Un rat. Et ce dernier, porteur de Yersinia pestis, venu d'Asie, donc peut-être poussé par les caprices du climat, meurt sur les quais et les puces quittent son cadavre pour se réfugier sur les humains aux alentours. Et dans les mois qui suivent, la maladie gagne Constantinople, qui est la grande capitale byzantine. Cette peste, on l'appelle la peste de Justinien, tout simplement parce que cette grande épidémie a éclaté sous le règne de l'empereur byzantin Justinien Ier au VIe siècle après Jésus-Christ et a profondément marqué son empire. L'historien Procope... Je sais pas pourquoi le mot long il m'a fait rire. Historien Biocope, t'es con toi. L'historien Procope raconte un chiffre hallucinant. Plus de 10 000 morts par jour dans la capitale. Et les sources antiques mentionnent souvent une mortalité qui est massive, mais le chiffre précis de 10 000 par jour est quand même douteux. On peine à enterrer les cadavres et les rues deviennent un véritable cimetière. I'm Bob the Necromancer, and today we're doing an unboxing. Mais qu'est-ce qui a rendu l'Empire romain si vulnérable à cette maladie ? D'abord, les guerres et les dépenses grandioses, on va dire, ont affamé la population. Les greniers regorgent de blé venu de toute la Méditerranée, et ça, c'est un véritable festin pour nos chers rongeurs. On peut noter que leurs longues queues font d'ailleurs d'eux d'excellents grimpeurs. Et en fait, quand les hommes stockaient des céréales, sans le savoir, ils créaient un véritable paradis pour les rongeurs. Résultat, des maisons pleines de rats, parsemées de puces qui sont porteuses de la bacille. Le commerce maritime, lui, joue un peu le rôle de Uber pour les microbes. En traversant les mers, ces rats des bateaux disséminent le fléau partout où l'homme va. Le mec tombe malade pendant sa vidéo sur le site. Nique ta... En plus, c'est vrai. Mais ça, c'est pas qu'une question de rats en vadrouille. Les archives climatiques racontent un peu une autre histoire. Les grandes pandémies suivent souvent des bouleversements météorologiques. Les chercheurs et chercheuses soupçonnent qu'un refroidissement extrême en 536 après Jésus-Christ ait contribué à bouleverser les écosystèmes. Et vous allez voir que si ça, c'est vrai, ce petit âge glaciaire antique n'a rien de petit dans la PLS qu'il va infliger. En 536, une poussière venue de l'atmosphère, donc probablement suite à une énorme éruption volcanique, aurait plongé l'hémisphère nord dans un hiver sans fin et des famines. On dit souvent que c'est le hasard qui fait bien les choses, mais quand le monde refroidit brutalement, le chamboulement est bel et bien réel. Ce coup de froid aurait potentiellement été l'étincelle. Des plantes qui peinent à pousser, des rongeurs bougeant de plus en plus cherchant leur pitance, et des puces affamées de sang chaud, le cocktail parfait pour qu'une pandémie explose. Nice. On dit souvent que la peste de Justinien a sévi pendant 2 siècles, donc de 541 à 750, ce qui est un peu l'interprétation longue admise par certains chercheurs et chercheuses. Mais il faut préciser que les épidémies ont été discontinues, avec des retours par vagues. Another one. And another one. On va dire que le pic majeur est surtout entre 541 et 550, avec des résurgences intermittentes jusqu'au milieu du 7e siècle. Cette peste tue par millions autour de la Méditerranée, elle épuise aussi l'Empire byzantin et marque un véritable tournant historique. En soi, on peut dire que cette première grande épidémie a préparé le terrain. Commerce transméditerranéen, stock de grains, rats affamés, changement climatique, tout ça, c'est une bombe à retardement infectieuse. Les conséquences politiques et sociales sont gigantesques, et l'Empire bascule peu à peu vers un âge sombre avant même que le Moyen-Âge n'existe. Partons maintenant au XIVe siècle.
notre route saute de Constantinople à l'Asie et revient vers l'Europe occidentale. Imaginez la Chine en 1334. Le même microbe, donc Yersinia pestis, sommeille dans les rongeurs d'Asie, puis, comme à chaque fois, c'est l'humain qui joue au transporteur involontaire. Cette seconde pandémie serait apparue vers 1338-1340 en Mongolie ou alors dans le nord de la Chine. Elle s'est développée via les routes commerciales vers notre cher Constantinople et l'Europe où elle a éliminé pas moins de 60% de la population. Rien que ça. Riant de la carte des villes entières entre 1347 et 1352. Elle est entrée en Europe par l'intermédiaire des navires de commerce au niveau du port de Gênes, puis de Constantinople et de Messine en Sicile. Selon Gabriel de Mussy, donc un notaire italien qui se trouvait à Plaisance lorsque ça a pété, c'est durant le siège de la ville de Caffa, en Crimée, que les troupes tartares, qui avaient emmené la peste d'Asie mineure, auraient catapulté des corps pestiférés par-dessus les remparts de la cité. Les mecs n'en ont simplement rien, mais alors rien à cirer. Et cette ville était fréquentée par des commerçants génois, du coup ces derniers ont fui, naturellement, probablement infectés vers Constantinople, Gênes et aussi la Sicile. Et à partir de ces cités portuaires, la peste frappe ensuite toutes les régions d'Europe. Ce récit de notre cher Gabriel est important car c'est un peu l'un des premiers textes qui parle de la peste noire. Il donne un peu une version marquante de son origine et de sa propagation et il montre aussi comment les gens de l'époque comprenaient les épidémies. La peste noire, c'est vraiment un choc inédit. Ce fléau est un peu interprété à l'époque comme une punition divine ou bien la résultante d'un phénomène astral comme les tremblements de terre ou bien les éclipses. Et comme on l'a vu précédemment, bien que la maladie ait déjà frappé le monde méditerranéen avec la peste de Justinien, le souvenir en a été largement perdu. Les sources médiévales du XIVe siècle ne font quasiment jamais référence à cette peste, preuve un peu du trou de mémoire collectif. Du coup, les contemporains ont un peu l'impression d'avoir affaire à une maladie totalement nouvelle, et la violence de cette calamité en a fait un peu le modèle idéal de l'épidémie médiévale, c'est-à-dire brutale, emportant sans distinction tous et toutes, et laissant les sociétés sans autre recours que celui de la prière. Mais cette catastrophe sanitaire n'est pas qu'une tragédie humaine. Elle est aussi un peu le fruit d'une urbanisation incontrôlée. Entre l'an 800 et 1300, la population européenne triple parce qu'elle est dopée par des innovations agricoles, c'est-à-dire les assolements triennales, les charrues lourdes, l'attraction animale, etc. Les villes bourgeonnent, mais rien n'évolue en matière d'hygiène. Les rues font office de latrines, les ordures s'entassent et les puces prolifèrent. Dans cet environnement, qui est saturé, rats et parasites trouvent un véritable paradis, comme dans les greniers à blé. Et quand la peste noire frappe entre 1347 et 1352, ce terreau insalubre agit comme une sorte d'accélérateur. Les chroniqueurs de l'époque décrivent un peu des eaux stagnantes et une saleté omniprésente. Donc tout ce qu'il faut pour que nos chers pupus infectés colonisent les foyers humains. Il faut dire que la ruralité n'est pas épargnée non plus. Ça y est, nous y est. À chaque fois que l'homme a transformé des forêts en champs, il a un peu modifié l'écosystème, mais là, pour le coup, c'était légèrement à son désavantage. Les rongeurs aiment nos greniers et nos cultures, et ce sont eux les réservoirs naturels de la peste. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a une étude en Tanzanie qui montre que la densité des rongeurs porteurs du bacille double dans les zones agricoles par rapport aux forêts intactes. Et enfin, des expériences menées au Kenya révèlent que là où les grands herbivores disparaissent, eh bien les rongeurs pullulent. Et 95% de ces rats portent des pupus dans leur poil. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien parce qu'en supprimant les gros mammifères, on élimine les régulateurs écologiques. Plus l'écosystème est, on va dire, simplifié, plus les espèces champions pour la peste dominent et plus le risque grimpe. À grande échelle, on peut dire que réduire la biodiversité amplifie le problème. Entre 1347 et 1350, la peste noire aurait tué un quart des Européens, soit 25 millions de personnes, et tout autant en Afrique et en Asie mineure. Bon, moment anecdote, mais là c'est un vrai rapport avec l'épisode, c'est que ce qu'on voit ici c'est la place Joachim du Bellay, donc avec la fontaine des Innocents. Il faut savoir que tout autour, avant, il y avait un cimetière, donc le cimetière des Innocents qui avait été fait au Xe siècle. Et le cimetière des Innocents, c'est juste là où on mettait toutes les personnes mortes de la peste. Aujourd'hui, il a été rasé.
pour des raisons sanitaires. Très clairement, au début du XVe siècle, l'Europe est moins peuplée qu'à la fin du XIIIe siècle. Et il est rapporté que dans certains endroits, il n'y a pas assez de survivants pour enterrer les morts. Les corps sont abandonnés dans les habitations ou même entassés dans certains endroits. Le côté cataclysmique de cette épidémie est expliqué par un certain nombre de facteurs. La population semble totalement naïve sur le plan immunitaire vis-à-vis de cet agent infectieux, en outre affaibli par des conflits, surtout la guerre de 100 ans et des famines qui sont survenues dans un contexte climatique qui est une nouvelle fois défavorable. Mais la peste n'est cependant pas la seule meurtrière à ce moment. Des villes entières tombent en proie à la folie. On dénonce, on enferme les pauvres, on cherche des coupables dans tous les coins. En 1349, 2000 juifs de Strasbourg sont assassinés, les communautés de Mayence et de Cologne sont exterminées, et en 1351, 60 communautés juives majeures sont décimées. La raison ? Une simple rumeur prétendait que les juifs empoisonnaient l'eau des puits. Inutile de vous dire à quel point la panique provoquée par une calamité peut être vraiment la source des pires atrocités humaines. Les pouvoirs publics sont confus et ne connaissent pas les microbes. La notion de contagion n'est pas encore connue et on invoque un peu des sortes de miasmes censés transmettre le mal. Donc les miasmes, c'est juste des vapeurs émanant de la matière en putréfaction ou des corps malades. Sexy. Et l'air est le principal médium qui explique la contagion d'homme à homme. Le corps des malades émet une vapeur putride qui, lorsqu'elle parvient à un autre corps disposé, vient l'infecter. Et cela particulièrement si les maisons sont fermées, car cet air ne peut s'évacuer. Dans les campagnes, la désorganisation règne. Divers traitements sont proposés à base d'éléments minéraux, végétaux ou animaux, par exemple du sang de serpent ou alors de la bave de crapaud. Il y a carrément des mélanges complexes qui sont préparés comme la mélasse ou la thériaque, qui sont un peu des cocktails à base de plantes, si vous voulez. On fait également appel à des approches un peu magiques pour combattre ce mal. Mais les sociétés ne sont pas pour autant passives face à cette peste. Elles font un peu preuve d'un dynamisme assez impressionnant étant donné l'ampleur du désastre. C'est qui le patron? C'est moi. Par exemple, la ville de Venise va mettre en place des mesures de lutte contre la peste. Conseil de sages, création de lazarets, qui sont un peu des établissements maritimes de mise en quarantaine des passagers, d'équipage ou de marchandises en provenance de ports où sévissait la peste, ainsi que des structures d'isolement et de soins pour les individus malades ou bien suspects. Et en 1404, toujours à Venise, on met en place la procédure de quarantaine. Et je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vous expliquer ce que c'est, vu les dernières années. Mais il est important de souligner qu'à cette époque, elle durait bien 40 jours. Ces efforts humains, naissants et finalement ingénieux, sont un peu un regain d'espoir dans cette période terrifiante. Et finalement, même si les gens ne comprennent pas le germe, certains commencent à apprendre empiriquement, on va dire, comment limiter la contagion. Et là, c'est un peu notre moment de doute. Est-ce que l'humanité s'en sortira ? L'inventivité et la solidarité, même partiellement, apparaissent en réponse au chaos. On réalise aussi peu à peu que la peste n'est peut-être pas une nouveauté venue du néant, mais un retour du passé. Après le Moyen-Âge, on pourrait croire la peste un peu reléguée à un sombre passé. Mais la bactérie Yersinia pestis n'a pas dit son dernier mot. Notre troisième pandémie démarre en 1894 dans le sud de la Chine, et plus précisément la région du Yunnan. L'épidémie devient mondiale grâce à notre ami le transport moderne. Bateaux à vapeur, chemin de fer, tout facilite la dissémination. Pendant longtemps, on a cru que les marais engendraient la peste. Les textes antiques les décrivent un peu comme des foyers de miasmes, d'où les grands assèchements entrepris dès la Renaissance. On sait aujourd'hui que ce n'était pas la cause directe, mais ces pratiques montrent à quel point on associait souvent paysage et santé. Autre facteur, les routes. Qu'elles soient commerciales, coloniales ou migratoires, elles ont un peu servi de vecteur à la peste. Par exemple, en 1898, cette dernière atteint Madagascar par bateau, via le port de Tamatave, puis gagne l'intérieur grâce au tout nouveau chemin de fer. Même logique qu'à l'époque de Justinien, les bouleversements climatiques ont probablement poussé les rongeurs infectés vers les zones habitées, facilitant ainsi le passage du bacille aux humains. Et cette fois-ci,
la peste fait parler d'elle en pleine époque coloniale et industrielle. Les maladies font la une des journaux en Chine, en Inde britannique et jusqu'en Afrique du Sud. Des millions de personnes meurent entre 1898 et 1918, notamment en Inde, qui est justement le premier couloir de la maladie. À Bombay et à Hong Kong, les hôpitaux débordent et on va essayer d'installer des camps de quarantaine dans les ports. Mais c'est pendant cette période qu'en 1894, Alexandre Yersin, alors médecin et bactériologiste franco-suisse travaillant pour l'Institut Pasteur, a isolé les agents pathogènes dans des ganglions lymphatiques de victimes. Et il a nommé cette bactérie Pasteurella pestis, mais on va dire qu'elle a ensuite été renommée Yersinia pestis en son honneur. Enfin, vers les années 1950, les antibiotiques ont réduit considérablement les épidémies, mais la peste reste endémique dans certaines régions et l'OMS, qui est donc l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas déclaré la pandémie comme terminée. Étonnamment, ce fléau moderne a tué beaucoup plus dans les régions d'Inde, de Chine et d'Afrique que dans les pays occidentaux, on va dire, développés. Là, on parle un peu de persistance de réservoirs naturels de la maladie, de conditions socio-économiques difficiles, d'héritage historique, mais aussi d'inégalité d'accès aux soins, à la prévention et aux infrastructures sanitaires. Tandis que les pays les plus riches ont bénéficié plutôt de systèmes de surveillance, mais aussi de réponses médicales efficaces. Ce qui est drôle, ou pas d'ailleurs, c'est que socialement, les réactions sont curieusement semblables à celles du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on cherche un peu des boucs émissaires. Au début du XXIe siècle, les autorités ont ainsi mis en quarantaine certains quartiers de Honolulu ou même de San Francisco en pointant un peu du doigt les immigrants chinois et aussi japonais. Et à Rio, on chasse un peu les classes dites dangereuses des bidonvilles qui sont censées abriter la maladie. Et en Afrique du Sud, l'épidémie accélère l'instauration de politiques raciales ségrégationnistes. C'est-à-dire que tous sont coupables, sauf ceux qui sont au pouvoir. Et malheureusement, ce profil persiste. Face au fléau, l'humain stigmatise, ferme les yeux sur la science et reproduit les pires inégalités. Enfin, le climat, une nouvelle fois, continue de peser sur le destin de la maladie. Dans l'Ouest américain, le climat actuel a rendu certaines zones 40% plus favorables à la peste qu'en 1950. En Inde coloniale, c'était l'humidité qui dictait la danse. Entre 1898 et 1949, les pics d'épidémie coïncident systématiquement avec une humidité relative de 60 à 80%. Sécheresse, inondations, variations extrêmes, tout cela agit sur la survie des puces, la nourriture des rongeurs et, in fine, la transmission à l'homme. Mais l'un des plus grands bénéfices de cette époque, c'est la connaissance accumulée. Grâce aux chercheurs et chercheuses, on comprend enfin pourquoi des rats morts laissent derrière eux une hécatombe. C'est les puces qui jouent un rôle de clé. Et en apprenant cela, la science moderne a allumé un quatrième espoir. Oui, l'humanité peut comprendre le fléau et y mettre fin, du moins temporairement. De la même manière que les Tartares durant le siège de la ville de Kaffa, des pays ont tenté d'utiliser la peste comme une arme bactériologique. Pendant la Seconde Guerre sino-japonaise, donc entre 1937 et 1945, l'armée impériale japonaise, via l'unité 731, a mené des expériences sur des humains et a utilisé des vecteurs infectés par la peste, comme des puces, pour injecter des populations civiles dans des villes chinoises telles que Changde et Harbin. Et cette utilisation de la peste, comme arme biologique, a eu des conséquences graves sur l'entièreté de la population chinoise. Autre exemple, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'Union soviétique travaillaient sur des aérosols contenant la bactérie Yersinia pestis. Et ces recherches avaient un peu pour but de développer des armes biologiques dévastatrices. Selon un rapport de l'OMS en 1970, la libération délibérée de peste pulmonaire dans une ville densément peuplée aurait pu provoquer des milliers de décès. Mais heureusement, les dégénérés originels derrière ces expériences ont manqué leur coup. Dommage. Ces programmes scientifiques n'ont pas conduit à une production à grande échelle, bien heureusement. Et la Convention sur les armes biologiques de 1972 a interdit formellement ce type d'armes. Aujourd'hui, la peste existe toujours. Chaque année, quelques milliers de cas sont recensés, surtout à Madagascar, en Afrique de l'Est, en Asie centrale ou même dans certaines zones rurales des États-Unis. Mais grâce aux antibiotiques, elle se soigne aujourd'hui très facilement. Et une pandémie comme celle du passé est très improbable.
Et pourtant, le vrai danger n'est pas derrière nous. C'est le miroir qu'elle nous tend. Comme autrefois, nos choix écologiques, déforestation, urbanisation massive, intensification du commerce mondial, créent un peu les conditions idéales pour que de nouveaux microbes franchissent la barrière entre l'animal et l'homme. La peste nous rappelle qu'une perturbation écologique, même minime, peut avoir des conséquences sanitaires gigantesques. On a parcouru 17 siècles de terreur sanitaire, du palais de Justinien au port bondé de vapeur au 19e siècle, et l'histoire de la peste touche à sa fin, pour l'instant. En attendant, il faut garder en tête que derrière le souvenir vraiment terrifiant de la peste se cache un message puissant. Nous sommes tous et toutes liés à notre environnement et ce que nous négligeons un jour pourra nous rattraper. Je vous remercie d'avoir suivi ce récit environnemental à travers le temps. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mais aussi à partager autour de vous. Moi, c'est Environ et je vous fais découvrir l'histoire de l'environnement. Et d'ailleurs, on se trouve actuellement aux arènes de Lutèce et c'est ici que se passera notre prochain épisode qui sera la violence des animaux à travers l'histoire, surtout à l'Antiquité, donc avec la chasse, les rituels, mais aussi les combats d'animaux.